votre caméra. Et c'est un webinaire que vous allez pouvoir revoir plus tard, notamment sur la chaîne YouTube 1, 2, 3 Legit. Donc là, vous voyez que toutes les éditions précédentes sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez être tenu au courant du moment où le replay sera rendu disponible, je vous invite à vous abonner notamment à notre newsletter mail. Donc, on ne vous bombarde pas de mail, hein, c'est un mail par mois environ. Donc voilà, vous pouvez vous tenir au courant de nos prochains webinaires à venir et peut-être de l'édition de l'année prochaine. Donc, hop, je vous mets juste le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez, si vous souhaitez, vous abonner à notre newsletter. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole au SPF Finance pour qu'on se concentre sur le cœur du sujet, que je remercie encore pour son intervention. Super, merci beaucoup Victoria. Donc avec elle, nous allons vous présenter la déclaration exercice 2026, revenu de l'année 2025. Dans un premier temps, nous présenterons les nouveautés. Ensuite, nous reprenons ces nouveautés dans les points d'attention pour remplir la déclaration ou corriger la proposition de déclaration simplifiée. Une partie plus pratique viendra alors avec notamment les délais et les façons de rentrer sa déclaration. Enfin, nous rappelons où et comment trouver de l'aide ainsi que divers liens utiles. Qu'y a-t-il donc de nouveau? Commençons dans le cadre 2 avec une première nouveauté dans les charges de famille. D'abord, un changement visible dans la déclaration concerne les ascendants, frères, sœurs âgés de 65 ans et plus. Lors de l'exercice 2022, une nouvelle notion de situation de dépendance est introduite. Un régime transitoire sera alors mis en place pour conserver temporairement les anciens avantages. Ce régime transitoire a pris fin cet exercice 2026. Et donc, comme vous le voyez, les codes 1029, 1043 et 1044 n'apparaissent plus dans la déclaration exercice 2026. Avec la fin du régime transitoire, il reste donc le code 1027 qui pose la question de la situation de dépendance différente du handicap au sens fiscal. Et dans cette situation de dépendance, l'ascendant, frère ou sœur, ayant atteint l'âge de 66 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition et dont l'autonomie est réduite d'au moins 9 points, qu'importe l'âge auquel cette situation de dépendance a été constatée. Vous notez bien que j'ai dit ayant atteint 66 ans et non plus 65 ans. Ici, un changement avec le fait de l'alignement sur l'âge légal de la pension. Si la personne n'est pas dans cette situation, donc le parent, grand-parent, frère ou sœur, à charge du contribuable, doit être déclaré au code 1032, haute personne à charge. Et également au 1033, s'il y a un handicap. Ici, on parle de handicap qui doit être constaté avant l'âge de 65 ans. Toujours au cadre 2. Voyons maintenant les changements qui ne sont pas visibles sur la déclaration, car ils concernent les conditions pour être à charge. En ce qui concerne les enfants à charge, parlons de la limite des ressources nettes pour être à charge du parent. Une plus grande égalité de traitement des parents, avec définitivement un plafond unique, quelle que soit la situation du parent qui a la charge de l'enfant, isolé ou pas, et de la présence du handicap ou pas. Ce plafond est maintenant porté à 12 000 €. Point suivant, concernant toujours les conditions de ressources pour les enfants à charge, vise les enfants jobistes. Le contingent de travail étudiant est fixé maintenant de manière permanente à 650 heures. Ce contingent, il permet qu'aucune cotisation NSS ni précompte professionnel ne soit due, et ce de manière permanente. Cela permet que la première tranche des revenus d'étudiants
exclus du calcul des ressources nettes passe à 6 840 €. Concrètement, il faut défalquer ces 6 840 € des revenus d'étudiants, puis déduire 20% des frais sur le solde et vérifier si le résultat dépasse ou non le nouveau montant maximum des ressources nettes dont je viens de parler, c'est-à-dire les 12 000 €. Un changement encore au niveau du calcul des ressources toujours, mais cette fois pour toute personne à charge. Cela vise les bourses d'études. Autrefois, elles étaient toutes exclues du calcul des ressources. Dorénavant, si elles ouvrent des droits en matière de sécurité sociale, elles entrent en compte dans le calcul des ressources. Concrètement, les bourses d'études classiques, d'enseignement secondaire ou supérieur, les bourses de mobilité de type Erasmus, l'aide sociale et les bourses de stage ne font pas partie des ressources car elles n'ouvrent pas de droits en matière de sécurité sociale. Alors que certaines bourses de recherche doctorale versées par les universités ou les bourses de recherche du FNRS, par exemple, sont désormais considérées comme des ressources. Il reste deux changements, toujours non visibles au niveau de la déclaration, mais toujours pour ce cadre 2 des personnes à charge. Ce sont les exclusions pures et simples de la qualité de toute personne à charge. Donc, inutile de calculer le montant des ressources. Première exclusion, et c'est la plus importante, toute personne qui reçoit un revenu d'intégration sociale ou un équivalent du revenu d'intégration sociale, donc le montant du CPS, est exclue de la qualité de personne à charge. Donc, dès qu'une fiche du CPS, la fiche 280.97, est établie, le bénéficiaire ne peut plus être une personne à charge. Et la deuxième exclusion, toute personne qui perçoit tout type de revenu professionnel qui est considéré comme frais professionnels dans le chef du contribuable sera exclue. On parle des rémunérations salariés, mais aussi bénéfices, profits, rémunération de dirigeants d'entreprise. C'est là la nouveauté. On a donc étendu la notion de revenu professionnel. On passe maintenant au cadre 4 et je passe la parole à Gaëlle. Oui, merci beaucoup Dominique. Et donc nous allons poursuivre les nouveautés et aborder donc le cadre 4, comme le dit Dominique, le cadre des rémunérations. Et la première nouveauté, elle va concerner les flexi-jobs pour les personnes qui ne sont pas encore pensionnées. Alors les flexi-jobs, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. Les flexi-jobs sont soumis au respect de deux conditions essentielles, à savoir la conclusion d'un contrat cadre avant la première occupation et le versement d'une cotisation patronale spéciale de 28%. La nouveauté ici, elle réside au niveau du montant maximum de rémunération flexi-job qui sera exonéré sur base annuelle, pour autant donc que ces deux conditions soient respectées. Ce montant passe pour l'exercice d'imposition 2026 à 18 000 €. Concrètement, le travailleur flexi-jobber doit encoder l'ensemble des revenus qu'il a perçus dans le cadre de ces flexi-jobs, revenus qui vont se retrouver sur sa fiche 281.10. Il va donc encoder l'ensemble de ces revenus, même s'ils dépassent 18 000 € au code 262. Et c'est le programme de calcul d'impôt qui va lui-même exonérer cette première tranche de 18 000 € et requalifier l'excédent en rémunération. Pour les pensionnés qui sont également actifs en tant que flexi-jobbers, rien ne change. Donc, l'ensemble des rémunérations qu'ils perçoivent est exonéré. Néanmoins, ces montants vont apparaître sur leur fiche de pension, les 281.11, au niveau des renseignements, parce que cette donnée sera utile, notamment s'il est question de reprendre cette personne à charge pour le calcul de ses ressources nettes. Autre nouveauté
nouveautés de ce cadre 4, on va parler ici des pensionnés. Donc, ce n'est pas un nouveau régime, mais c'est une prolongation d'un régime existant. Il concerne les pensionnés qui reprennent une activité dans le secteur des soins. Ici, le régime permet d'imposer distinctement à 33% les revenus que ces pensionnés perçoivent lors de cette reprise d'activité dans le secteur des soins. Et bien, cette mesure, elle est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2026 et donc les codes qui sont relatifs à ces revenus restent dans la déclaration 2026. Autre prolongation pour l'exercice d'imposition de 2026, elle concerne les heures de relance, les heures supplémentaires volontaires. Donc, ce sont des heures qui sont prestées au-delà du contingent de base de 100 heures par an. Alors, cette mesure, je le disais donc, elle n'est pas nouvelle. Elle existait déjà pour les exercices précédents et elle a été maintenue pour toute l'année 2025. Concrètement, ces heures de relance bénéficient d'une exonération totale des lois sociales comme des impôts. Dans la mesure où cette exonération est limitée aux rémunérations payées au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées, il n'y a pas de report possible à l'exercice d'imposition 2026 du contingent éventuel restant de 2022. Par contre, l'exonération du contingent non utilisé relatif au deuxième semestre 2023 ainsi qu'à toute l'année 2024 et qui aura été payé en 2025 peut toujours être demandée via les rubriques 13B et 13C. Nouveauté suivante de ce cadre 4, on va ici parler de deux disparitions de code et la première disparition concerne la prime pouvoir d'achat. C'était une prime qui pouvait être octroyée par les employeurs en 2023 et 2024 et qui était exonérée, une prime d'un montant de 750 €. Bien, dans la mesure où cette prime ne pouvait plus être octroyée en 2025, les codes relatifs à cette prime ont tout simplement disparu de la déclaration. Autre disparition, toujours dans ce cadre 4, elle concerne le forfait long déplacement. C'est un forfait qui permettait de majorer le forfait de frais professionnels forfaitaires pour les longs trajets. Donc, c'est une majoration de forfait qui disparaît pour les nafteurs, les travailleurs salariés qui effectuaient plus de 75 km entre leur domicile et leur lieu de travail. Le législateur a supprimé cette possibilité pour l'exercice d'imposition 2026 et par conséquent, les codes relatifs à cette majoration du forfait, bien simplement, ont disparu de la déclaration. Mais je rappelle que pour les travailleurs salariés qui, entre autres, effectuent de longs trajets, il est toujours possible de postuler les frais professionnels réels au lieu des frais professionnels forfaitaires. Voilà, nous quittons ce cadre 4 pour rejoindre les cadres 6 et 8 relatifs aux rentes alimentaires. Alors ici, il n'y a pas de modification sur le principe de la déclaration de ces rentes alimentaires, qu'elles aient été perçues ou payées. Le contribuable va toujours déclarer 100% du montant au code qui existait déjà. Le changement réside dans le pourcentage d'imposabilité pour celui qui reçoit ou dans le pourcentage de déductibilité, donc pour celui qui va verser des rentes alimentaires. Alors ce pourcentage, historiquement, il était de 80%. Il passe à 70% pour l'exercice d'imposition 2026 et il va continuer cette révision à la baisse. Pour l'exercice 2027, il sera de 60% et atteindra son pourcentage définitif fixé à 50% dès l'exercice d'imposition 2028. Autre nouveauté concernant ces rentes alimentaires, c'est qu'il n'est plus possible depuis le 1er janvier 2026 de déduire les rentes alimentaires versées à des bénéficiaires qui résident en dehors de l'espace économique européen ou de la Suisse. Toujours dans les nouveautés, nous allons aborder maintenant deux nouvelles mesures du cadre 7, le cadre des revenus et biens mobiliers. La première mesure concerne les gestionnaires de fonds d'investissement.
Donc, ces gestionnaires de fonds d'investissement, ils ont pour objectif de faire fructifier les fonds d'investissement, de réaliser des plus-values. Et dès le moment où les plus-values dépassent un certain seuil, eh bien, ils perçoivent des primes de performance qu'on appelle des carried interest. Et ces primes de performance, dès le moment où elles sont payées à partir du 29 juillet 2025, eh bien, elles vont être considérées comme des revenus mobiliers et non pas comme des revenus professionnels. Elles vont être à déclarer aux nouveaux codes qui apparaissent donc dans ce cadre 7, à savoir le 167 ou le 442, selon que le précompte a été retenu à la source ou pas. Elles seront donc taxées distinctement à 25%. Autre ajout de ce cadre 7, toujours dans les revenus mobiliers, il concerne l'ajout d'un tarif distinct de 6,5% sur les dividendes perçus à partir du 29 juillet 2025 via des réserves de liquidation qui auront été maintenues pendant au moins 3 ans et maximum 5 ans au sein de la société distributrice. Ces dividendes, selon que le précompte aura été retenu à la source ou pas, seront à déclarer au nouveau code 163 ou 446. Voilà, je repasse la main à Dominique qui va vous parler du cadre 9. Merci Gaëlle. Abordons donc le dernier gros bloc de modification de la déclaration 2026. Il concerne le cadre 9 des intérêts et amortissements en capital, où, vous le verrez, de nombreux codes disparaissent. Commençons par les réductions régionales. Ce sont les réductions relatives aux dépenses pour l'habitation propre du contribuable, donc l'habitation qu'il occupe personnellement au moment des paiements. Pour rappel, il y a une déclaration fiscale par région et c'est la résidence principale du contribuable au 1er janvier de l'exercice, donc au 1er janvier 2026, qui détermine sa région. Ce n'est pas le moment de la dépense. Voyons d'abord la région flamande. Il existait un bonus logement flamand, dit de deuxième génération, qui était possible uniquement pour les emprunts conclus en 2015. Ce système permettait une majoration du montant de base pendant les 10 premières années de l'emprunt. Cette majoration disparaît vu que 2025 est la 11e année de l'emprunt de 2015. Et par conséquent, toutes les questions relatives à cette majoration disparaissent également. Je vais donc dire que c'est un nettoyage attendu. En région bruxelloise maintenant, il existait aussi un bonus logement bruxellois dit de deuxième génération, valable, lui, pour les emprunts conclus en 2015 et 2016. Ici aussi, pendant les 10 premières années de l'emprunt, une majoration du montant de base était octroyée. Et pour vérifier si on se trouve toujours dans la période des 10 ans qui suit la conclusion de l'emprunt, des questions complémentaires doivent être complétées. Ces questions sont toujours valables pour les prêts conclus en 2016, avec alors adaptation du libellé pour exclure les emprunts conclus en 2015, qui en 2025 sont dans leur 11e année. Donc vous comprenez que c'est de nouveau un nettoyage normal. Arrivons maintenant en région wallonne. 2 modifications du cadre 9. Toujours ici, je parle toujours bien des réductions régionales donc. Je suis toujours en train de parler de l'habitation propre du contribuable au moment des paiements de ses intérêts et capitales. La première vraie grosse modification concerne le chèque habitat. La région wallonne a décidé de baisser les droits d'enregistrement pour l'achat de l'habitation ici propre à 3% au lieu du taux normal de 12,5%. En contrepartie, le régime du chèque habitat est purement et simplement supprimé pour tous les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2025. Mais donc, attention, l'avantage
reste pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2025. Précisément, ce sont les emprunts conclus entre 2016 et 2024. En région wallonne toujours, on fait aussi son nettoyage attendu pour le bonus logement wallon de 2e génération. Donc de même que pour la région wallonne que je viens d'expliquer, la région bruxelloise que je viens d'expliquer, les questions relatives à la majoration du montant de base pendant les 10 premières années ont été aussi adaptées pour ne concerner que les emprunts conclus en 2016, pour qui l'année 2025 est la 10e année, et donc dernière année du droit à majoration, et ainsi exclure ceux de 2015. Toujours dans le cadre neuf, passons maintenant au niveau du fédéral. On a donc compris que le fédéral ne vise plus l'habitation propre, mais au contraire l'habitation non propre, dans notre jargon, c'est-à-dire les résidences secondaires et celles que le contribuable a données en location au moment des paiements. Depuis la 6e réforme de 2014, l'État fédéral est donc compétent uniquement pour les habitations non propres. Ainsi, depuis l'exercice 2015, le contribuable pouvait obtenir 3 types de réduction fédérale. La réduction épargne logement fédéral, le bonus logement fédéral et l'épargne à long terme fédéral. À partir de cet exercice 2026, ces avantages tombent. Commençons par les intérêts ordinaires et les intérêts complémentaires. Il y avait une réduction d'impôt fédéral ou une déduction fédérale, le fameux code 146. C'est supprimé. Et cela vaut pour tous les emprunts, les nouveaux comme les anciens. Seule subsiste la déduction fédérale pour les redevances d'amphithéose et de superficie. Le paysage des réductions fédérales est donc radicalement simplifié par une mesure d'extinction. Et les régimes spécifiques du bonus logement fédéral et de l'épargne logement fédéral sont supprimés en tant que tels. Attention, cela concerne bien le capital. Les contribuables vont conserver leurs droits acquis via un basculement. Donc, pour ce capital, il y aura tout de même un basculement possible vers la réduction pour épargne à long terme avec un taux unique de 30%. Pour autant, je le répète, attention, que l'emprunt ici ait été conclu avant le 1er janvier 2024. On maintient alors les codes 358 et 353 pour ces emprunts antérieurs au 1er janvier 2024. En effet, donc les emprunts seconde résidence étaient déjà rayés de l'épargne à long terme depuis le 1er janvier 2024. J'ai bien dit 2024. Il ne restait plus que les intérêts du code 146 que je viens d'évoquer juste avant, qui sont aussi ainsi supprimés avec cet exercice 2026, comme nous venons de le voir. On passe au cadre 10 avec toutes les autres dépenses donnant droit à réduction d'impôt. Ce cadre subit aussi un nettoyage. Parlons d'abord du niveau régional, donc les dépenses en fonction de la résidence du contribuable. Donc ces dépenses pour les résidents de la Flandre vont subir des suppressions. Dépenses pour la rénovation des monuments protégés, les chèques ailés et les titres-services sont donc supprimés pour les résidents de la Flandre. Hormis les dépenses monuments protégés déjà supprimées antérieurement pour les résidents de la région Bruxelles et maintenues toujours en Wallonie, les titres-services et les chèques ailés demeurent pour les résidents de la Wallonie et de Bruxelles.
Quant au niveau fédéral, toujours dans ce cadre 10, ben, à nouveau, une série de suppressions d'avantages, comme vous pouvez le constater. Citons entre autres les primes d'assurance protection juridique, les maisons basse énergie, passive, zéro énergie, les motos tricycles, quadricycles électriques et les frais d'adoption. Et donc, c'est important, même si c'est beaucoup de suppression, c'est important de réaliser que nous avons ici à savoir ce qui a été supprimé pour ne pas chercher inutilement. Voilà, je passe la parole à Gaëlle pour la suite de la présentation. Le partage c'est bon pour toi? Le partage a sauté? Non, j'ai bien le partage. Ok, Par c'est bon contre, pour toi? oui. Donc, en Ouais, fait, il j'ai reste un été... point de Oui, mais oui, nouveauté dans cette je m'excuse. déclaration 2026. Pas de souci. Je te laisse prendre le relais ou le partage, voilà, vas-y. Je te le... Donc voilà, dernière petite précision au niveau Merci Gaëlle. pas de souci, des changements dans cette déclaration 2026. Donc vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent, qui sont supprimées, qui sont adaptées. Et la dernière chose que l'on souhaitait mentionner concerne la durée de conservation des documents. Ici, il y a un alignement en fait entre la durée de conservation fiscale et la durée comptable, puisque le délai de la durée de conservation de vos documents a été ramené de 10 ans à 7 ans à compter de la période d'imposition. Donc, on s'est aligné sur la comptabilité qui demande donc une conservation des documents pendant 7 années. Parfait. Alors, voilà. Je l'ai dit, je me répète, beaucoup de changements dans cette déclaration et c'est pourquoi nous trouvions utile et important d'attirer votre attention sur divers points essentiels lors du remplissage ou lors de la vérification de la proposition de déclaration simplifiée, donc la PDS. Alors j'en profite à l'entame de ce nouveau point dans la présentation pour vous signaler que sur la plupart des slides qui vont suivre, vous allez voir apparaître des liens vers notre site internet ou alors des petites bulles d'aide avec une petite ampoule qui contiennent également des liens vers des outils, vers l'aide en ligne dans Taxon Web. Donc sachez que on va parcourir tous les points d'attention, mais au fur et à mesure de la présentation et certainement de la déclaration quand vous la parcourez, vous allez pouvoir faire appel à ces notions d'aide et évidemment aller consulter notre site internet. Alors, la première chose sur laquelle on vous demande d'être attentif, c'est l'existence d'un numéro de compte bancaire correct. Ce numéro de compte bancaire sera utilisé par nos services pour les éventuels remboursements, donc il est important qu'il soit renseigné d'une part, mais aussi que ce soit le bon numéro de compte. Alors, s'il n'est pas correct, il est indispensable de le modifier. Vous pouvez le faire en ligne via MyMinFin ou alors par courrier ou via le formulaire de contact. Sachez que nos collaborateurs du SPF, pour autant qu'ils disposent d'un numéro de téléphone pour vous contacter, donc c'est le deuxième élément que l'on vous demande de vérifier, c'est votre numéro de téléphone. Les collaborateurs ne vous demanderont jamais un numéro de compte bancaire par téléphone. Donc, les seuls moyens de le modifier, ce sont c'est en ligne ou via les formulaires de contact ou par courrier. Et donc, ce numéro de téléphone, je reviens, il est très important qu'il soit vérifié. Il n'apparaît pas sur la proposition de déclaration ni sur la déclaration simple, sur la déclaration papier. Donc, vous devez aller le consulter dans le MyMinFin et également le modifier s'il n'est pas correct ou s'il est absent dans MyMinFin. Alors, autre point d'attention que l'on vous demande de vérifier, c'est celui des charges de famille. Donc, Dominique l'a abordé dans le cadre des nouveautés. Il y a pas mal de changements dans ce cadre 2 et donc ici, on va revenir et attirer votre attention sur différentes choses. On va donc vérifier quelles sont les personnes que l'on peut reprendre à charge. Eh bien, les personnes que l'on peut reprendre à charge, tout d'abord, il y a les descendants du contribuable. On a déjà parlé de ces descendants. Il s'agit de ses enfants, de ses petits-enfants, éventuellement des enfants qui auront été placés en famille d'accueil chez lui.
Alors, c'est quoi la conséquence finalement de prendre un enfant à charge dans sa déclaration? Eh bien, la conséquence, c'est une majoration, sous respect des conditions qu'on verra ensuite, c'est une majoration donc de la quotité exemptée d'impôt. Alors, pour ouvrir le droit à cette majoration, les enfants que l'on souhaite reprendre à charge doivent respecter certaines conditions. Et la première condition, c'est celle de faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et donc en ce qui nous concerne au 1er janvier 2026. Il y a deux autres conditions. Celles-là, elles sont relatives aux ressources que l'enfant pourrait percevoir. La première, c'est que l'enfant ne peut pas percevoir des ressources nettes qui déplacent le nouveau plafond que l'on vous a communiqué tout à l'heure, ce nouveau plafond de 12 000 € par an. Et la deuxième condition relative aux ressources, eh bien, elle fait référence à ce fameux revenu d'intégration, cette allocation de subsistance. Donc, dès le moment où l'enfant perçoit ce type de revenu, eh bien, il est exclu de la catégorie des personnes pouvant être reprises à charge du contribuable. Et donc, ça me permet de vous montrer pour la première fois ici la bulle d'aide en ligne, donc via l'application qui vous permet de consulter, de calculer pardon, les ressources, ou l'aide en ligne via Taxon Web, ou encore ici, vous avez le lien vers notre site internet pour les informations relatives aux enfants à charge. Alors, autre spécificité relative aux enfants à charge, c'est la possibilité, dans certains cas, de partager l'avantage fiscal, donc de partager cette fameuse majoration de la quotité exemptée d'impôt. C'est ce qu'on appelle la coparentalité fiscale. Alors, c'est quoi la coparentalité fiscale? Eh bien, c'est le cas où maman et papa sont séparés, sont domiciliés à des endroits différents, partagent de manière égalitaire l'hébergement de leur enfant et sont d'accord de partager entre eux l'avantage fiscal lié donc à cet enfant. Eh bien, dans ce cas et sous respect de ces conditions, l'enfant va pouvoir être déclaré tant dans la déclaration du père que dans la déclaration de la mère. Il va être déclaré selon que l'enfant est domicilié chez le contribuable au code 1034. Et dans ce cas-là, c'est ce contribuable-là qui va rétrocéder à l'autre parent la moitié de l'avantage fiscal. Et le parent qui va recevoir la moitié de l'avantage fiscal déclarera son enfant au code 1036. Alors, que se passe-t-il si papa et maman ne sont pas mariés, ne sont pas cohabitants légaux, et sont domiciliés néanmoins au même endroit? Eh bien, dans ce cas-là, l'enfant ne pourra être pris que dans une seule des deux déclarations. On ne peut pas chacun reprendre son enfant à charge sauf dans le cas de la coparentalité, mais on n'est pas dans le cas de la coparentalité. Alors, quand papa et maman sont cohabitants de fait, eh bien, il n'y a pas d'obligation à ce que l'enfant soit chez papa ou chez maman, mais il est généralement plus favorable que le partenaire qui a les revenus les plus élevés reprenne l'enfant dans sa déclaration. À côté de ces enfants à charge, il peut y avoir d'autres personnes à charge. Et ces autres personnes à charge, eh bien, il s'agit des ascendants du contribuable, c'est-à-dire ses parents, arrière-grands-parents, grands-parents et arrière-grands-parents, voilà. Mais ça peut aussi être ses frères et sœurs ou alors la personne chez qui l'enfant a été repris, enfin chez qui le contribuable, pardon, a été repris comme enfant à charge par le passé. Mais dans aucun cas, le contribuable ne pourra reprendre son conjoint ou son cohabitant légal à charge. Ce sera d'office une exclusion. Alors, ces autres personnes à charge, elles vont également ouvrir le droit, sous respect des conditions qu'on verra par la suite, à une majoration de la quotité exemptée d'impôt. Et cette majoration, elle sera différente selon que cette autre personne à charge sera en situation de dépendance et aura atteint l'âge de 66 ans ou plus. Donc, c'est la situation de dépendance dont Dominique a parlé tout à l'heure, ou ne sera pas en situation de dépendance. Alors, voyons tout d'abord le cas de la personne à charge en situation de dépendance. Eh bien, dans ce cas-là, la majoration de la quotité exemptée d'impôt, elle sera de 5 950 €, pour autant que la personne à charge respecte les conditions suivantes. La première, elle est semblable à celle relative aux enfants à charge, à savoir qu'elle doit faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier 2026. Et les deux conditions suivantes sont également relatives à des ressources que perçoit cette personne à charge.
Alors la première, elle concerne le montant maximum des ressources que cette personne à charge, cette personne que l'on veut reprendre à charge, reçoit. Ici, il s'agit d'un plafond de 4 100 € à ne pas dépasser. Et pour calculer ces ressources nettes, si la personne est en situation de dépendance, eh bien, on va exclure du calcul la première tranche de 33 050 € de pension ou allocation assimilée que cette personne que l'on souhaite prendre à charge va percevoir. La deuxième condition relative aux ressources de la personne que l'on veut reprendre à charge en situation de dépendance, c'est qu'elle ne peut pas percevoir de revenus d'intégration sociale ou d'allocation de subsistance. Alors, si la personne que l'on souhaite reprendre à charge et qui est toujours un ascendant ou un frère ou une sœur, ou la personne chez qui on était repris comme enfant à charge par le passé, n'est pas en situation de dépendance ici, eh bien, la majoration auquel elle va donner droit, la majoration de la quotité exemptée d'impôt, ici, elle s'élève à 1 980, donc au lieu des 5 950 pour la personne en situation de dépendance. Et pour ce faire, les conditions qu'elle doit respecter, eh bien, c'est toujours faire partie du ménage au 1er janvier 2026. C'est toujours un montant maximum de ressources nettes de 4 100 €, mais ici, on ne va rien exclure du calcul. Donc, on va tenir en compte de tout ce que la personne que l'on veut reprendre à charge va percevoir, aucune exclusion. Et bien entendu, la personne que l'on souhaite reprendre à charge ne peut pas percevoir de revenus d'intégration ou d'allocation de subsistance. Voilà pour ce cadre 2. Je passe la main à Dominique qui va revenir sur les points d'attention du cadre 3. Merci Gaëlle, super. Alors, au cadre 3 des revenus immobiliers, rappelons plus particulièrement les biens immobiliers qui se trouvent à l'étranger, qu'ils sont à déclarer obligatoirement. Pour cela, au préalable, il y a lieu de signaler l'existence de ce bien via MyMinFin et demander le calcul du revenu cadastral qui est fourni en déant les 24 heures. Si ce bien existait déjà et avait déjà été déclaré auparavant, les données seront pré-remplies, il suffit alors de les contrôler. S'il s'agit d'un nouveau bien ou si sa destination a changé, veuillez choisir le code adéquat, donc vérifiez également. Si vous êtes propriétaire d'un autre bien que l'habitation propre, en Belgique cette fois, le revenu cadastral est aussi à déclarer. Il y aura ici aussi un pré-remplissage qu'il faudra vérifier, notamment si vous n'avez pas été propriétaire toute l'année, car dans ce cas, le montant du revenu cadastral est à proratiser en nombre de jours du total des jours de la période imposable. Au cadre 4, maintenant, on retrouve les rémunérations et au cadre 5, les pensions. Si ces revenus sont de source belge, ils sont pré-remplis dans la déclaration TaxonWeb. Par contre, si ce sont des revenus étrangers, nous n'avons pas l'information ou pas de manière complète. Vous devez par conséquent les renseigner vous-même. Les revenus étrangers doivent toujours être déclarés, même s'ils peuvent parfois être exonérés. Il faut alors les reprendre aussi dans la rubrique O2 pour les rémunérations et la rubrique C pour les pensions et conserver la preuve du droit à cette exonération. Et pour vérifier le droit à cette exonération, vous pouvez toujours utiliser l'aide en ligne dont Gaëlle vous a parlé tout à l'heure. Dans le cadre 4, rémunération, un point d'attention pour la rubrique 257, ça concerne le rachat des années d'études pour obtenir une pension plus élevée. Les montants versés donnent droit à une déduction, mais ne sont pas repris automatiquement. Il faut donc disposer de l'attestation du service fédéral pension pour compléter vous-même cette rubrique. Revenons sur les rentes alimentaires dont Gaëlle vous a parlé tout à l'heure. Comme nous l'avons déjà évoqué, elles sont à déclarer pour le montant total perçu ou payé. C'est le calcul d'impôt, on répète, qui opère la limitation.
Quant au cadre 7 des revenus mobiliers, pour rappel, ils sont obligatoirement à déclarer s'ils sont perçus à l'étranger sans intervention d'un organisme belge. En effet, ils n'ont pas été soumis au précompte mobilier en Belgique, tandis que la déclaration des revenus mobiliers soumis à la retenue du précompte mobilier en Belgique est facultative. Vous disposez à nouveau d'un outil pour déterminer le régime fiscal. Toujours pour les revenus mobiliers, la rubrique 437, point d'attention, on le rappelle, permet de récupérer le précompte mobilier pour les dividendes. Le montant maximum des dividendes pour lesquels on peut récupérer le précompte reste bloqué à 833 €. Ce maximum est gelé jusqu'en 2030. Conservez bien les pièces justificatives de l'institution financière qui est intervenue dans le paiement de ces dividendes ou de la société qui a octroyé ces dividendes. Et donc, le montant maximum qu'on va pouvoir encoder en 437 sera donc de 30%, c'est le taux du précompte, fois 833 € le montant du dividende maximum, soit 249,90 €. Et je repasse la parole à Gaëlle pour le cadre 9 des emprunts hypothécaires. Merci Gaëlle. Merci Dominique. Et donc voilà, on va aborder maintenant la partie des réductions d'impôts, des dépenses donnant droit à réduction d'impôts, et on commence par le cadre 9 dont on a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de modifications et de disparitions. Alors au niveau du cadre 9, donc des emprunts hypothécaires et des assurances vie individuelles, on doit faire la différence entre l'habitation propre et l'habitation non propre, comme Dominique vous l'a expliqué tout à l'heure. L'habitation propre, c'est donc celle que le contribuable occupe au moment des paiements, au moment des dépenses, et l'habitation non propre, eh bien, c'est une autre habitation qu'il possède et qu'il éventuellement donne en location ou une seconde résidence. En ce qui concerne l'habitation propre, donc je rappelle qu'il s'agit d'une compétence régionale, tandis que l'habitation non propre est une compétence fédérale. Alors, au niveau des nouveautés de la déclaration 2026, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une disparition de la possibilité de déclarer ces emprunts, ces nouveaux emprunts qui financent l'habitation propre. C'était déjà le cas en région Bruxelles-Capitale, donc depuis le 1er janvier 2017, ces emprunts n'étaient plus éligibles pour donner droit à une réduction d'impôt. C'est également le cas depuis le 1er janvier 2020 en région flamande, et la Wallonie a emboîté le pas puisque depuis le 1er janvier 2025, le chèque habitat a disparu. Donc, il n'est plus possible de renseigner les nouveaux emprunts. Néanmoins, les emprunts existants continuent de bénéficier des anciens régimes existants, et dans certains cas, il y aura ici déjà un pré-remplissage pour autant que les attestations fiscales nous aient été communiquées à temps. Si ce n'est pas le cas, eh bien, oui, vous devrez alors vous-même renseigner les montants qui auront été dépensés pour l'année concernée dans les codes ad hoc. Et je vous rappelle qu'il existe un wizard dans TaxonWeb pour vous aider à déterminer les bons montants et les bons codes à utiliser. Pour les emprunts qui financent une habitation non propre, donc au niveau de la compétence fédérale, vous l'avez vu, il y a un très très gros nettoyage au niveau de ce cadre fédéral, et je vous rappelle que pour les dépenses relatives aux intérêts payés, eh bien, il n'y a plus aucune réduction d'impôt possible. Pour les dépenses en capital des emprunts conclus à partir du 1er janvier 2024, il n'y a plus non plus la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt. Seules les dépenses en capital des emprunts préexistants, donc avant le 1er janvier 2024, peuvent encore ouvrir le droit à une réduction d'impôt, pour autant que l'on les bascule dans le régime de l'épargne long terme fédérale, puisque tous les anciens régimes ont disparu. Au niveau des assurances vie individuelles, donc là, on ne parle pas des assurances soldes restants dus, ce sont des assurances vie autres, eh bien, elles continuent de bénéficier du régime de l'épargne long terme fédéral, y compris pour les contrats conclus après le 1er janvier 2024.
Autre cadre relatif aux dépenses donnant droit à réduction d'impôt, c'est le cadre 10. Ici, on va séparer le cadre en deux parties, puisque dans un premier temps, on va s'intéresser aux réductions d'impôt régionales et plus particulièrement aux dépenses pour titres-services et chèques ALE qui restent possibles donc en 2026, mais uniquement en Wallonie et à Bruxelles, puisque la Flandre a supprimé cette dépense et cette réduction d'impôt. Alors ici, au niveau des dépenses pour titres-services et chèques ALE, ce qui change pour l'exercice d'imposition 2026, c'est bien le montant maximum des dépenses que l'on va pouvoir renseigner par contribuable. Ce montant, il est de 1 850 €, tout titre confondu, donc chèque ALE ou titre-service. Et comme je le dis, il est par contribuable, ce qui veut dire que dans le cadre d'une imposition commune, chacun des contribuables peut postuler jusqu'à 1 850 € de dépenses en titre-service ou chèque ALE. Ici aussi, un pré-remplissage est possible pour autant que les attestations fiscales nous aient été communiquées à temps. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il vous est demandé de renseigner les montants qui figurent sur les attestations 281.80 ou 281.81. Passons maintenant aux réductions d'impôts fédérales et plus particulièrement à l'épargne pension. Donc ici, je vous rappelle qu'il y a deux montants de primes maximum qui peuvent être pris en considération et qui ouvrent droit à des réductions d'impôts différentes. Tout d'abord, le contribuable qui aura versé un montant de 1 050 € dans son épargne pension en 2025, eh bien, à l'exercice d'imposition 2026, il va déclarer ce montant et il aura droit à 30% de réduction d'impôt. S'il a versé 1 350 € sur son contrat d'épargne pension, eh bien, la réduction d'impôt à laquelle il peut prétendre, elle passe à 25%. Toujours la possibilité d'un pré-remplissage dans ce cas-ci, si l'attestation nous est fournie, si pas, de même que pour les chèques ALE et titres-services, il faut compléter le montant nous-mêmes. Au niveau des dons, cette fois-ci, on ne parle pas d'un montant maximum, mais d'un montant minimum à verser à un organisme agréé pour pouvoir postuler une réduction d'impôt de 30%. Et ce montant minimum, il est de 40 €. Il sera justifiable par une attestation fiscale, la 281.71, sur laquelle le numéro national du contribuable qui a fait le versement doit être mentionné. Ici aussi, possible pré-remplissage, mais si l'attestation n'est pas disponible au moment où le pré-remplissage se fait, eh bien, le montant est à renseigner manuellement. Toujours au niveau des réductions d'impôts fédérales, on va parler des frais de garderie pour enfants. Alors, il s'agit d'un montant de dépenses pour les enfants de moins de 14 ans ou 21 ans si l'enfant est atteint d'un handicap lourd, qui va donner droit à 45% de réduction d'impôt, 45% du montant des dépenses effectivement payées pendant l'année 2025. Et le montant maximum qui sera déductible est un montant journalier de 16,90 € par jour et par enfant. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible de cumuler ici les frais de garde pour un enfant de moins de 3 ans et l'augmentation de la quotité exemptée d'impôt pour enfants de moins de 3 ans. Il faut faire un choix, c'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de pré-remplissage possible ici pour les réductions d'impôt pour garde d'enfants, à l'exception peut-être de l'enfant de moins de 21 ans atteint d'un handicap lourd, pour autant que la donnée du handicap soit connue de nos services. Vous avez bien entendu un wizard dans TaxonWeb qui va vous permettre de calculer les montants que vous allez pouvoir encoder au niveau donc, de ces frais de garde pour enfants. Alors, on quitte les dépenses donnant droit à réduction d'impôt et on va parler maintenant de comptes et assurances vie à l'étranger. Donc, vous devez savoir que si en 2025, le contribuable a ouvert un compte à l'étranger, eh bien cette donnée ne nous est pas connue. Il va donc devoir la déclarer. Mais il va aussi devoir la déclarer au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Et bien entendu, si ce compte génère des revenus mobiliers, il devra les reprendre au cadre 7.
Comme il ne nous est pas connu ce compte ou cette assurance à l'étranger, eh bien, ça n'apparaît pas sur l'éventuel PDS que le contribuable a reçu. Et donc, il est important de vérifier et surtout d'adapter la proposition de déclaration pour l'exercice 2026. De même, si à un moment donné, le contribuable en 2025 est devenu gestionnaire d'un ou plusieurs comptes à l'étranger au nom d'une ou plusieurs associations, s'il est devenu fondateur d'une construction juridique, s'il a obtenu un dividende ou tout autre avantage d'une construction juridique, ou s'il a accordé des prêts à des petites sociétés débutantes via des plateformes de crowdfunding, eh bien, ces informations ne nous seront pas connues et donc elles n'apparaissent pas sur la proposition de déclaration simplifiée. Il faut donc la modifier et déclarer ces informations. Toujours en ce qui concerne les constructions juridiques, je vous rappelle que plusieurs données doivent être communiquées et notamment une annexe qui s'appelle l'annexe 276 CJC pour information et qui est disponible dans la déclaration en ligne et sur le site du SPF. Autre annexe obligatoire, cette fois-ci, elle concerne les contribuables qui, pour leur activité professionnelle, louent un bien immobilier qu'ils destinent uniquement à l'activité professionnelle. Et bien, pour que les frais que ce loyer engendre soient déductibles au titre de frais professionnels, ils doivent compléter et renvoyer l'annexe 270 MLH, quand même des noms un peu particuliers. Donc cette annexe doit être complétée et renseignée. Donc elle va permettre au contribuable de déduire au titre de frais professionnels les loyers qu'il a payés et pour le bailleur d'être imposé correctement sur les loyers qu'il a perçus. Enfin, si le contribuable perçoit ou a perçu pendant l'exercice d'imposition 2026 des revenus d'indépendants, même à titre complémentaire, s'il a perçu des rémunérations de dirigeants d'entreprise ou des revenus divers, eh bien, il doit ajouter à sa déclaration une partie 2. Et cette partie 2, il va pouvoir l'ajouter via le menu principal de la déclaration, mais aussi via le bouton « Je veux ajouter d'autres données ». Voilà, donc pas mal de points d'attention. Je cède à nouveau la parole à Dominique qui va vous présenter la checklist pour la vérification donc, de la déclaration. Merci Gaëlle, super, c'est très clair. Et donc, vous aimez avoir sous le bras, on va dire, quand vous aidez la personne à remplir sa déclaration, la liste des différents points. Mais d'abord, les moyens d'accès. Donc, Carty ID ou It's Me, MyGov, Smart ID, le numéro de compte bancaire et le numéro de téléphone que vous devez vérifier, toutes les fiches qui sont bien sûr disponibles en TaxonWeb ou MyMinFin qui peuvent être utiles si vous voulez les vérifier, les extraits de compte des rentes alimentaires dont on a parlé, le détail des rémunérations aux pensions étrangères ainsi que la valeur des revenus cadastraux des biens immobiliers qui se trouvent à l'étranger. En pratique, comment ça se passe? On a terminé de revoir tous les points à partir de la déclaration. Maintenant, on va un peu plus dans le concret. Les délais d'abord, comme l'année passée. Peu importe qui remplit la déclaration, les délais sont les mêmes selon que le citoyen remplit ou fait appel à un mandataire. Par contre, c'est le format de la rentrée de déclaration et la présence ou non de revenus spécifiques qui interviennent dans le délai. Si c'est une déclaration papier, c'est le 30 juin, déclaration électronique le 15 juillet, sans revenus spécifiques, et le 16 octobre, si c'est électronique, avec revenus spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par revenus spécifiques? Il y a deux catégories. Première, ce sont surtout donc les revenus d'indépendants ou les revenus professionnels étrangers. Et la deuxième catégorie, si on déclare pour la première fois un bien immobilier à l'étranger, une pension alimentaire reçue de ou versée à une personne à l'étranger, un prêt conclu à l'étranger, une construction juridique ou le régime spécial d'imposition pour les impatriés ou chercheurs impatriés. Comment ça se passe? Le délai va être mentionné dans le portail MyMinFin si le contribuable a des revenus spécifiques de la première catégorie dont je viens de parler. Le délai soit repris automatiquement, donc le 16 octobre. Le contribuable n'a rien à faire par rapport au délai.
Par contre, si le contribuable a des revenus spécifiques de la deuxième catégorie, donc ce sont les cas où on déclare pour la première fois les situations que j'ai évoquées juste avant, alors le délai est mentionné au 15 juillet et c'est le contribuable qui doit cocher une case lors de la validation de sa déclaration pour basculer dans le délai du 16 octobre. Il devra bien sûr ajouter les annexes pour justifier ce qu'on appelle ces revenus spécifiques. En ce qui concerne les courriers que vous allez recevoir, ce sera donc soit une proposition de déclaration simplifiée si la situation fiscale est simple, ça vaut pour certains types de revenus. Vous recevrez une déclaration papier si l'an passé, vous avez déjà rentré une déclaration papier ou si vous avez coché dans la déclaration de taxe SUNEP de l'an passé, vous avez décoché le fait de passer par taxe SUNEP pour revenir au format papier. Vous pourriez peut-être recevoir un courrier explicatif si par rapport à l'an passé, alors que vous aviez une PDS, vous n'avez plus de proposition de déclaration simplifiée, mais cette fois une déclaration pour justement vous expliquer comment faire, comment rentrer la déclaration ou comment demander de l'aide. Si vous n'avez pas reçu ces courriers, donc n'oubliez pas que vous pouvez repartir sur la gestion en ligne ou nous contacter à partir du mois de juin pour examiner la situation. Recevoir une proposition de déclaration simplifiée, sachez qu'elle est toujours disponible en ligne. Vais-je la recevoir également en version papier? Ça dépend de l'activation de votre e-box. Si vous êtes isolé et que l'e-box est activé, vous ne recevez la proposition de déclaration simplifiée que par voie électronique. De même, si vous êtes en couple et que vous avez tous les deux coché, validé, activé l'e-box. Par contre, vous n'avez pas activé l'e-box, vous êtes isolé, vous recevrez la PDS dans les deux formats, papier et électronique. Si vous êtes en couple et qu'un des deux n'a pas activé son e-box, on repasse sur la formule papier et électronique. Ces documents doivent être envoyés jusqu'à fin mai. En ce qui concerne toujours la PDS, donc la proposition de déclaration simplifiée, que faut-il faire? Je vérifie. Est-ce que les données sont complètes, correctes? Si oui, rien à faire. C'est vraiment le but, simplification. Si par contre, il y a quelque chose à corriger, comme Gaël vous l'a énoncé, par exemple, avec les constructions juridiques ou les assurances à l'étranger, alors il faut corriger. Si c'est via le formulaire papier, c'est le délai du 30 juin. Si c'est via le formulaire électronique, via le portail MyMinFin, vous bénéficiez du délai du 15 juillet pour corriger votre PDS. En ce qui concerne la déclaration en ligne, donc on a un pré-remplissage lorsqu'on passe par MyMinFin. Donc c'est vraiment un point important, une aide favorable. Vous avez un aperçu de toutes les données disponibles. Vous avez l'aide, les petits wizards, les petites ampoules là, qui s'activent au niveau des codes qui sont problématiques ou plus compliqués. Et vous avez une notification lorsque vous vous trompez et que les combinaisons de codes ne sont pas correctes. On vous indique le message d'erreur pour améliorer la déclaration. Et il est possible aussi, avec le portail MyMinFin, de faire un calcul provisoire pour déjà anticiper ce que ça va donner comme montant à payer ou à recevoir. L'accès au MyMinFin, attention, je rappelle, n'est plus possible via le token, donc la petite liste de codes qu'on recevait auparavant, mais uniquement par les moyens électroniques, It's Me, EID, etc. Donc, la déclaration en ligne, donc pour rappel, principe général le 15 juillet comme délai, ou s'il y a des revenus spécifiques, le 16 octobre, comme on l'a énoncé juste avant. Vous rentrez votre déclaration vous-même sur le format papier. Vous la recevez, cette déclaration, ou le courrier explicatif jusque fin mai. Si vous n'avez toujours rien reçu, vous devez contacter début juin au numéro de contact général. Et la date limite pour la déclaration papier, donc vous voyez, on enfonce le clou, bien le 30 juin 2026. En cas de séparation de faits,
comment faire pour rentrer la déclaration. Si la séparation date bien de l'année 2025, donc l'année de revenu 2025 va toujours faire l'objet d'une imposition commune parce que c'est l'année de revenu de l'année de séparation. Mais il est possible que chacun puisse rentrer séparément sa déclaration en ligne ou via le formulaire papier. Parce que ce n'est qu'au moment où on établit l'imposition qu'on fusionne les deux déclarations pour donner lieu à un avertissement extrait de rôle commun qui va être reçu par chacun des ex-partenaires. En ce qui concerne la déclaration en cas de décès, vous pouvez introduire la déclaration en ligne pour une personne décédée. Donc, c'est l'héritier qui introduit la déclaration. L'application TaxonWeb présente vraiment un visuel pour ce public. La déclaration en ligne est possible pour le décès en 2025, mais la déclaration est aussi possible pour le décès en 2026, sauf si les deux partenaires sont décédés en 2026. Dans ce cas, on repart sur un formulaire papier qui est alors à demander. Pour l'e-box, petit rappel important, donc l'e-box qui permet d'activer tous les messages de tous les départements, hein, ça ne vise pas que les SPF Finance pour réduire le papier. Donc, petite nouveauté que je rappelle, c'est que maintenant dans l'e-box, on accède aussi aux documents. Par exemple, le document du ministère des Finances va apparaître dans l'e-box. Donc, pour l'activation, donc on en a déjà parlé juste avant, mais j'ajoute le point d'attention ici en rouge. Pour recevoir un signal par boîte mail comme quoi l'e-box reçoit un nouveau document, il est très important d'indiquer dans l'e-box l'adresse mail de contact où vous recevez le signal. Sinon, vous n'avez pas d'infos comme quoi l'e-box reçoit une nouveauté. Si vous avez besoin d'aide, il reste quelques points que je laisse à Gaëlle. Donc, je te repasse la parole, Gaëlle. On arrive tout doucement au bout, je vous rassure. Oui, effectivement. Merci Dominique. Oui, vous l'avez vu, il y a pas mal d'aides directement en ligne quand vous remplissez la déclaration donc via TaxonWeb. Mais néanmoins, si le contribuable a besoin d'aide ou une question à laquelle il n'a pas trouvé réponse, eh bien, sachez que le premier conseil qu'on peut lui donner, c'est de se rendre sur le site du SPF Finance. Donc, le site a été relooké il y a quelque temps de cela et on a centralisé, groupé par catégorie les questions les plus fréquentes que nous recevons. Donc, ce site regorge d'informations. D'ailleurs, nous-mêmes, membres du SPF, quand vous nous soumettez des questions, eh bien, il nous arrive fréquemment de consulter le site pour y trouver la réponse à vous donner. Alors, sachez que si le contribuable est un jeune qui, pour la première fois, doit remplir une déclaration, eh bien, il existe un site internet spécialement dédié aux jeunes qui vont remplir, donc les jeunes de 17 ans et plus qui perçoivent des revenus de jobiste, par exemple. Il existe donc un site qui s'appelle mapremièredéclaration.be et ce site va vraiment accompagner le jeune pas à pas pour lui expliquer quelles sont ses obligations fiscales et l'aider à les remplir. Si le contribuable n'a pas trouvé réponse à ces questions, il peut également utiliser la brochure explicative 2026 qui est disponible donc sur le site du SPF Finance, mais également dans TaxonWeb via les codes. Il y a un accès direct à la brochure explicative. Et si le contribuable décide de rentrer sa déclaration papier, donc de remplir la fameuse grille où il va aller noter chacun des codes avec le montant correspondant à côté, eh bien, il aura bien besoin de s'aider du document préparatoire à la déclaration des personnes physiques, de l'impôt des personnes physiques, puisque ce document préparatoire reprend tous les codes qu'il va également retrouver le contribuable sur ses déclarations fiscales. Donc, ce sera très facile d'aller compléter les montants face aux codes et ensuite de les reprendre sur cette fameuse grille. Si le contribuable décide d'entrer en contact avec un collègue du SPF Finance, eh bien, il peut orienter sa recherche et donc sa démarche vers le bon service au départ de la page Internet de notre site Internet
du coup, puisque là, il va pouvoir sélectionner quel est le service le plus à même à répondre à sa question. Mais bien entendu, il peut directement passer par le numéro central, le numéro d'appel général, et via le choix, le menu de choix, eh bien, s'orienter vers le service qu'il décide de contacter pour répondre à ces questions. Au départ de la présentation, donc qui vous sera remise par la suite, vous avez directement accès au menu de choix, donc ça vous permet de pré-visualiser les différentes possibilités et de comme ça faire votre choix. Alors, le contribuable décide de rentrer en contact avec un collaborateur du SPF, très bien. Plusieurs façons de faire pour qu'un collaborateur puisse vous aider à remplir la déclaration. Et la première façon de faire, c'est par téléphone ou alors sur place, directement dans nos bureaux. Mais ne vous présentez pas directement dans nos bureaux sans avoir pris rendez-vous. Il ne nous sera pas possible de vous recevoir. Pareil par téléphone. Donc, si vous souhaitez que l'on vous aide à remplir votre déclaration, eh bien, au préalable, vous devez prendre rendez-vous. Et cette année, il vous est même possible de prendre rendez-vous vous-même directement en ligne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Dès le moment où le rendez-vous est pris, eh bien, si c'est par téléphone à l'heure et à la date et à l'heure convenue, eh bien, un collègue va vous rappeler et vous allez ensemble remplir la déclaration. Si c'est en nos bureaux, eh bien, vous vous présentez le jour du rendez-vous et on se fera un plaisir de vous recevoir et de vous aider. Mais vous pouvez également vous rendre dans l'une des 359 communes qui, avec les collaborateurs du SPF, organisent des séances de remplissage. Pour ce faire, pareil, vous devez prendre rendez-vous au préalable, mais ici, c'est directement avec la commune dans laquelle vous souhaitez vous rendre. Si vous avez fait appel à nos services pour vous aider à remplir la déclaration, donc on vous a téléphoné par exemple, on a rempli avec vous la déclaration, à la suite de ce rendez-vous téléphonique, eh bien, vous allez recevoir, soit par courrier, soit via votre MyMinFin, en fonction de ce que vous avez activé comme possibilité de correspondance, eh bien, vous allez recevoir une synthèse, un document récapitulatif, un rapport de ce que vous aurez décidé de compléter avec le collègue du SPF Finance. Attention, vous devez impérativement renvoyer ce document signé soit via MyMinFin, soit via courrier. Si nous ne recevons pas ce document, eh bien, c'est comme si vous n'aviez pas rentré de déclaration. Vous souhaitez vous faire aider par un mandataire? Eh bien, pas de problème. Je vous invite à prendre rendez-vous très vite parce que les mandataires sont très sollicités. Et je vous rappelle eh bien, les délais que Dominique vous a renseignés tout à l'heure, à savoir le 15 juillet 2026 pour les revenus classiques et le 16 octobre 2026 pour les revenus plus spécifiques. Vous souhaitez vous faire aider par un proche, c'est possible également, mais il va falloir concéder à ce proche un mandat citoyen. Et il vous est possible de le concéder de manière électronique. D'ailleurs, il ne vous est possible de le concéder que de manière électronique. Vous allez le faire via l'application Mandat qui se présente comme suit. Et vous allez le signer et puis vous allez demander à ce proche de le signer également. Une fois les signatures en ordre, eh bien, je suis allée trop vite. Le proche qui va vous aider aura accès à votre MyMinFin et pourra remplir votre déclaration. Sachez également que pour les contribuables présentant un handicap auditif, eh bien, il y a aussi des aides possibles et des rendez-vous spécifiques avec des interprètes qui facilitent alors le remplissage de nos contribuables avec un handicap spécifique, un handicap auditif, pardon. Voilà pour les besoins d'aide. Je recède la main à Dominique qui va vous partager encore d'autres informations. Merci Gaëlle, c'est super clair. Donc on termine rapidement pour vous rappeler la documentation qui est encore utile au cas où. Donc FisConnect Plus, c'est vraiment la base légale, tous les textes administratifs de référence qui est disponible. N'oubliez pas le TaxCalc qui est un outil de calcul tout à fait anonyme qui vous permet aussi de vous entraîner. Calcul des ressources nettes, détermination des revenus étrangers pour savoir quel pays a le pouvoir d'imposition. Il existe aussi le service de conciliation fiscale, qui est un service autonome gratuit qui peut vous aider, vous accompagner en cas de difficulté.
et la liste des sites qu'on a repris ici sur notre dernier slide pour terminer cette présentation. Voilà, donc je repasse la parole à Victoria et merci encore Gaëlle. Un grand Avec merci pour... plaisir. Un grand merci pour votre présentation. C'était très instructif, je pense, pour tout le monde. Donc, je répète, les slides vous seront bien envoyés. Vous retrouverez toutes les infos dans le PDF qu'on vous enverra à l'issue du webinaire avec tous les liens complètement cliquables. Donc, je vais consacrer vraiment 10 secondes pour vous parler d'un, deux, trois digits avant de passer au temps de questions-réponses spécifiquement sur la déclaration d'impôt 2026. Donc rapidement, sur un des trois digits, vous pouvez trouver de nombreuses ressources pour aider les publics sur les services numériques essentiels et la plateforme est complètement gratuite. Donc par exemple, sur un des trois digits, on avait publié un article média sur comment on accompagne les publics sur la déclaration d'impôt. On y retrouve aussi voilà, les grandes familles de contenus que vous voyez là, donc les compétences numériques de base, la sécurité en ligne par exemple, et des contenus sur les démarches administratives en ligne. Donc l'objectif, c'est de vraiment de venir fournir des supports qui soient clairs et accessibles pour les aidants, pour renforcer l'autonomie des usagers. Donc voilà, ces différents outils que je vous incite pardon, à consulter et je vous mets juste le lien d'un, deux, trois digits dans le chat si vous ne connaissez pas la plateforme pour que vous puissiez aller la découvrir. On va directement passer au temps de questions-réponses puisqu'il nous reste un quart d'heure. Donc, je vois que le SPF Finance pardon, a répondu au fur et à mesure dans le chat. Donc, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu dans le chat, je vous invite maintenant à les poser. Je vous rappelle juste qu'on ne répond pas à des dossiers très spécifiques, mais plutôt à des généralités sur la déclaration d'impôt en ligne. Donc, à vous de mettre la jauge quand vous posez une question. Donc voilà, je pense que la parole est ouverte à qui souhaite la prendre. Je vais me demander, m'assurer que, j'espère que, je pense en tout cas que les réponses qu'on a données ont été bien reçues par rapport au chat. Hop, je vois Bonjour. quelqu'un. Oui, une question. Super. Allez-y. Nous n'arrivons pas à lire la conversation, elle est désactivée au fait. Donc on n'a aucune conversation dans le chat. Ah, D'accord. Je vois qu'il y a déjà eu il y a eu des questions dans le chat et des personnes qui ont réussi à interagir dans le chat, donc ça m'étonne. J'avoue que j'ai pas l'explication. Peut-être une explication, c'est que nous, on devait accepter la création de la conversation. On a eu un petit bouton où on devait accepter. Si quelqu'un a une question plus spécifique sur la déclaration d'impôt en ligne, c'est le moment. On a un quart d'heure pour y répondre en tout cas. je vois qu'il y a un monsieur qui a levé la main. Oui, Euh, Paul. Oui, Oui, allez-y. Paul. Paul. Oui, bonjour. C'est une question que j'ai posée dans le chat, il n'y a pas été répondu. C'est en Ah. ce qui concerne Dites-nous. les enfants à charge. Donc, Oui, vous avez expliqué que leur revenu devait être de maximum 12 000 euros par an. oui. Ma question, est-ce qu'on inclut dans ces revenus les pensions alimentaires qui sont payées pour cet enfant et à concurrence d'une proportion? Ah oui, d'accord. OK, parfait. C'est vrai qu'on a posé, on n'a pas peut-être pas compris tout de suite la question. Donc effectivement, donc là, il n'y a pas de changement, hein. Donc la rente alimentaire, elle est prise en compte, mais il y a un seuil, il y a un montant qui doit être exclu. Je vais vous le donner de mémoire comme ça, les chiffres, je ne les ai pas retenus. Donc, je vais vous donner le montant. Il y a d'ailleurs l'outil en aide, hein, l'aide en ligne, quand on a présenté tout à l'heure, et encore sur les dernières dias, l'outil d'aide en ligne pour le calcul des ressources qui reprend tous ces montants. Parce que dans cette présentation ce matin, on a juste été à l'essentiel de ce qui avait changé. Mais ça n'a pas changé. Il y a une tranche de rente alimentaire qui est exclue du calcul des ressources. On va vous donner le montant. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous expliquer. OK, oui. Oui, Merci ça beaucoup. va, super. Donc, c'est pris en compte, hein, l'enfant qui perçoit une rente alimentaire, sa rente alimentaire, elle est prise en compte dans le calcul des ressources, mais on en exclut une première tranche. Alors, OK. moi, je Gaëlle vois a le eu le temps de montant ici. chercher.
Super. Oui, donc le montant, c'est de 1 800 € de base par an, donc soit 4 100 € indexés pour l'exercice d'imposition 2026. OK. Donc, si l'enfant Ok. perçoit plus de 4 100 €, alors l'excédent sera pris en Fait partie des considération. ressources, Oui, enfin, Oui, sera ouais, calculé ouais, dans voilà, ajouté à ses voilà, ressources propres. tout à fait. voilà. D'accord. Euh, Merci. Super, je vois qu'il y a une nouvelle question dans le chat qui est un animateur Ouais. EPN, donc d'espace public numérique, a-t-il le droit d'aider des citoyens pour remplir sa déclaration ou cela est-il interdit par manque de mandat? C'est plutôt pour vous, ça, Victoria? Oui. Oui, Oui, donc un animateur européen peut aider un citoyen à remplir une déclaration administrative. Après, il y a deux situations un peu à distinguer, le faire avec et le faire à la place d'eux. Normalement, dans la déontologie de l'aidant numérique, on est plutôt dans le faire avec, c'est-à-dire expliquer, guider la personne pendant qu'elle réalise la démarche, mais pas cliquer pour la personne. Euh, ensuite, on peut également, quand on est un animateur EPN, faire signer un mandat enfin, on a une fiche, en tout cas, sur un 2-3 Digit qui explique un peu ça, la déontologie de l'aidant. Donc, on peut faire signer un petit papier. Et si vous voulez, je vous donne le lien de cette fiche-là, comme ça, vous l'avez et vous avez toutes les infos là-dessus sur comment on accompagne un apprenant dans ce type de démarche. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. C'est vraiment une fiche qui tient sur une page et qui est très, très, très claire et qui sera peut-être même encore plus claire que ce que je suis en train de dire. Donc, je vous la mets dans le chat et comme ça, pendant ce temps-là, on peut prendre la question de Monsieur Cassard Francis. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Monsieur Cassard oui. Francis, je sais pas si... Peut-être au niveau du micro, il n'est pas désactivé. Je ne sais pas si ça explique le silence. Bon, je ne sais pas si la personne arrive à mettre son micro. Donc, en attendant, on peut peut-être prendre une autre question si vous avez encore une question. Et moi, je vous mets la ressource dans le chat. Et pour info, pour avoir accès à la ressource que je vais vous mettre dans le chat, il faut simplement s'inscrire sur un 3 Digit. L'inscription est complètement gratuite puisque la plateforme est gratuite. Hop. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Peut-être des précisions encore à apporter. Est-ce que si vous avez posé une question dans le chat, enfin, vous avez obtenu une réponse à votre question, à un nouveau message? Voilà, un nouveau Oui, moi message je veux dans le bien. chat. Oui. Pardon? Je veux bien. Ah oui, Cassa, Ah Francis oui, a pu allumer son micro. Magnifique. On va Non, c'est pas super. écouter Francis, c'est Francis. Serge. Ah, bon, pardon. En tout cas, vous pouvez poser votre question, allez-y. Oui, Oui, vous avez parlé d'un mandataire dans 260 communes, c'est ça? oui. On Et a parlé de sessions d'aide au remplissage dans 359 communes, oui. oui, et Oui, ces communes-là, en région Wallonie, il y en a aussi? oui, et la liste est disponible. Vous avez le lien dans la présentation, donc vous pourrez Ah, ok, consulter la liste, oui. ok, ça Oui, va. tout à fait. Super. Et je réponds oralement, je l'ai remis par écrit rapidement, mais à Tiffany, pour les intérêts et les amortissements dans le cadre du bonus logement intégré en Flandre, est-ce qu'il faut diviser en deux si on a deux acheteurs? C'est une question générale. Quand on est deux co-emprunteurs, on a une seule attestation de la banque qui est distribuée à chacun des deux noms, mais on doit diviser le montant pour la répartir entre les deux co-emprunteurs. Ça va, c'est clair pour ça? Et donc, c'est Oui, Francis qui a relevé oui, la main, qui peut-être maintenant a son micro allumé, je crois. Oui, il me semble que oui, donc vous pouvez Oui, poser votre question si ça fonctionne pour vous.
mais on n'entend pas. Non. Non. N'hésitez On n'entend pas pas à écrire dans le Francis. chat sinon, si vous avez accès au Ouais. chat pour le coup. Ouais, ouais. Non, ça fonctionne pas. En tout cas, s'il y a des dernières questions qui demeurent, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez toujours contacter les services par après, hein. On vous a donné toute la documentation. Et c'est vrai qu'il faut peut-être digérer tout ce qu'on vous a raconté. Il y avait Mm. quand même pas mal d'infos. Et si je peux passer un message, donc nous, quand on a donné cette formation à nos collègues, vu que c'était quand même un radical nettoyage à plusieurs égards, c'était important quand même qu'on explique ce qui n'existe plus, parce que les plus grandes difficultés que nous allons ou que nous rencontrons comme vous, c'est tiens, où ça se trouve? Ben non, ça se trouve plus. On sait que des choses ne sont plus à chercher. Donc ça, c'est quand même un message important et se préparer à accueillir certaines frustrations. Donc on a un travail psychologique aussi à faire aussi chez nous lors de la prestation de service. Voilà, donc d'accompagner ces étonnements, il y a quand même des changements qui ne sont pas très agréables. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute et votre attention. Ah, il y a encore une question, Ah je oui, vois. oui. Comment calcule-t-on les impôts sur les revenus locatifs? C'est une simulation d'impôt qu'on peut faire donc avec soit le tax calc, où vous encodez le revenu cadastral et les loyers. Donc on n'est pas, mais je ne sais pas si je réponds bien à la question, comment calcule-t-on les impôts Oui. sur les revenus locatifs? C'est bien ça, hein? Donc c'est une simulation d'impôt, soit quand vous êtes dans la déclaration, vous appuyez sur le bouton simulation d'impôt dans votre propre déclaration, dans votre propre portail, soit via TaxCalc, qui est un calcul anonyme. Ça va pour Yolande? Je pense, hein, oui, oui. Super. Je pense que Ouais. ça marche. Ok, super. Il y a encore une main J'avais levée. encore une petite Oui, demande. oui, Oui. Sophie. Comme je n'ai pas accès à la conversation, est-ce que tout ce qui a été envoyé, les liens, etc., dans la conversation, seront envoyés par mail? Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai envoyé le lien d'un 2-3 digits, le lien d'inscription à la newsletter d'un 3 digits, etc. Ça, ça sera renvoyé également dans le mail dans lequel vous retrouverez le support complet qui vous a été présenté aujourd'hui. Ok, donc tout ce qui a été mis dans la conversation sera quand même retransmis par mail. Tout à Vous fait. voulez dire également les Et questions et les ouais. réponses? Ah oui, si Mais c'est je ne sais seulement... pas, je ne les vois pas, donc je ne sais. Oui, Je ne oui, non, sais mais pas. je pose la question à Victoria, ça peut être utile si jamais il y a des questions-réponses. Enfin, je ne Oui, sais quand pas. même. En fait, tout à fait, je peux intégrer les questions-réponses qui ont été posées aujourd'hui à la fin de la présentation, comme ça, tout le monde a les infos. Tout à fait. Super. Ce serait Mm. super. Merci. Ouais, impeccable. Merci Super, Victoria. merci. Pas de souci. Il est 11h55, donc on a encore 5 minutes dans l'idée si une dernière question apparaît. Et sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire et ce temps d'échange. Euh, Donc, je crois qu'on a répondu à tout dans le chat. Je viens d'envoyer dans le chat la ressource dont j'ai parlé, qui est la fiche de posture de l'aidant, donc c'est-à-dire la déontologie de l'accompagnement numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter cette ressource qui est complètement gratuite. Alors, on a le temps de prendre une dernière question et je vois qu'il y en a une Oui. qui vient d'apparaître Ah dans oui, le oui. chat. Oui, Euh, oui. Non, Donc, effectivement. oui, effectivement. Donc, quand on a un bien qui n'est pas donné en location à des fins commerciales, mais à usage d'habitation privée, c'est le revenu cadastral qui sert de base pour le calcul d'impôt. Par contre, si ce sont des biens immobiliers qui sont donnés en location à quelqu'un qui l'utilise à des fins professionnelles, c'est seulement à ce moment-là qu'on va tenir compte des loyers perçus sur le bail commercial, par exemple. Ça va? C'est clair pour Aziz? Super, parfait.
Bah, je pense que c'était clair. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, je remercie l'équipe MyFin. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions, de tout expliquer et d'avoir bah, tout mis au propre dans une présentation très claire. Et merci à tous, toutes et toutes d'avoir participé au webinaire. J'espère vous revoir pour de prochains webinaires. Notamment, on va organiser un webinaire sur la thématique de la e-santé. Donc, comment aborder la thématique de la e-santé avec vos publics au mois de juin. Donc, voilà, encore une fois, si vous voulez être tenu au courant de nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et je vous remettrai le lien pour vous abonner à notre newsletter dans le mail récapitulatif, pardon, qu'on va vous envoyer bah, très bientôt, très prochainement. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ce temps vous aura été utile. Merci Victoria, Merci merci à beaucoup. tous, merci Gaëlle. Merci Dominique. Bonne Merci. journée. Merci beaucoup. Oui, bonne journée à tous et bon succès dans votre accompagnement.